Nos savants croient que l'océan est infranchissable. Marraine, donnez-moi 3 navires et je leur prouverai le contraire. Nous allons réfléchir à votre proposition. Et vous serez informé de notre décision. Merci, marraine, pour votre confiance. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on part au XVe siècle, à l'époque des grandes explorations par voie maritime, celles qui ont permis la découverte de nouveaux continents et de leurs richesses. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Navigador de l'auteur Mac Gerdts, édité en 2010 chez PD Verlag et localisé en 2011 chez History Games pour sa VF. Dans Navigador, vous êtes à la tête d'une riche dynastie commerçante qui prend part à la construction d'un empire colonial portugais à la fin du XVe siècle. Vous allez devoir explorer les régions maritimes inconnues d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, mais vous devrez également construire des colonies, des chantiers navals et des églises. Allez, on va voir tout ça ensemble! Et voici la table de Navigador en configuration pour 3 personnes. On y trouve le plateau principal, avec le marché indiquant le prix de départ des ressources, comme le sucre, l'or et les épices. Chaque dynastie commence avec 2 navires de sa couleur sur le Portugal. Elle place également son ouvrier sur Lisbonne, sur la colonne indiquant un 3, ainsi que son pion octogonal au centre de la roue. De plus, chacune reçoit 200 cruzados, un privilège du roi, ses 5 autres navires, et son plateau personnel équipé d'une usine en orange, d'un chantier naval en marron et d'une église en gris. Chaque région du plateau principal reçoit une pile cachée de jetons colonies, mélangés selon le nombre indiqué. Ici, 4. Chaque arche de la galerie reçoit un marqueur privilège de la couleur correspondante, un jeton indiquant que 2 navires sont perdus et placés à Nagasaki, et aussi sur Macao, pour la configuration à 2 ou 3 personnes, comme ici. Chaque région maritime, excepté le Portugal, reçoit un jeton rond turquoise en bois, dit exploration. Enfin, les bâtiments sont placés sur le coin inférieur droit du plateau. On place sur les 3 lignes du dessus 6 usines de sucre, d'or et d'épices, et sur les 2 lignes du bas, les chantiers navals et les églises de la gauche vers la droite. Et comme d'habitude, voici quelques points de règle importants à ne pas oublier. Le jeu se déroule en 3 phases et débute toujours par la phase 1. Les phases 2 et 3 sont déclenchées après que les régions Cabo de Boa Esperança et Malacca aient été explorées. Pour s'en rappeler, les frontières de ces régions ont une ligne rouge au lieu d'une bleue. Après avoir tiré au hasard qui commence la partie, la dernière dynastie dans l'ordre du tour reçoit la carte Navigador, ici rouge. Cette carte permet de jouer au début d'un de ces tours une action naviguer supplémentaire. Après avoir été utilisée, la carte est passée à la dynastie à droite. Mais attention, lors du premier tour, la carte Navigador ne peut pas être utilisée. Lors du premier tour, à la sélection des actions, la position sur la roue est choisie librement. Ici, la dynastie jaune qui commence la partie et qui décide de naviguer pour son premier tour. Lors de chaque tour suivant, le pion est déplacé sur la roue toujours dans le sens horaire. Et chaque dynastie réalise un tour après l'autre, également dans le sens horaire, c'est-à-dire jaune, puis vert, puis rouge. Un tour consiste à choisir une action en déplaçant son pion sur la roue et en réalisant l'action correspondante, la case d'arrivée déterminant l'action choisie. Attention, il est obligatoire de déplacer son pion d'au moins une case. Quand on se déplace sur la roue, les 3 cases suivantes peuvent être choisies gratuitement. Si le pion se déplace au-delà de 3 cases, chaque case supplémentaire doit être payée avec un navire personnel qui est pris de n'importe où sur le plateau de jeu et qui est remis dans sa réserve. Avec l'action ouvrier, il est possible de recruter un nouvel ouvrier par église possédée pour le prix de 50 cruzados chacun. Les ouvriers supplémentaires, donc sans église, coûtent chacun 100 cruzados par phase de jeu, c'est-à-dire 100 cruzados en phase 1, 200 en phase 2 et 300 en phase 3. Le nouveau nombre d'ouvriers est ensuite indiqué sur le tableau ici, à Lisbonne,
Et comme on peut le voir, le nombre d'ouvriers minimum est 2 et le maximum 9. Si une dynastie a déjà 9 ouvriers à Lisbonne, elle ne peut pas en avoir plus. Dans ce cas, ces églises peuvent recruter des ouvriers virtuels pour 50 cruzados chacun, qui sont vendus instantanément à la banque pour 100, ce qui résulte en un gain net de 50 par ouvrier. Pour les navires, on applique les mêmes prix que pour les ouvriers. Il est possible de construire autant de navires que de chantiers navals possédés pour 5 cruzados chacun, et de même, les navires supplémentaires sans chantier naval coûtent chacun 100 cruzados par phase de jeu. 100 en phase 1, 200 en phase 2 et 300 en phase 3. Tous les nouveaux navires sont alors placés sur la région maritime du Portugal. Et si une dynastie a déjà ses 7 navires sur le plateau de jeu, elle ne peut pas en recevoir plus. Dans ce cas, les navires supplémentaires construits sont vendus instantanément à la banque pour 100 cruzados chacun. L'action naviguer permet de déplacer tous ces navires vers une région maritime. Lors de la phase 1, un navire peut seulement traverser une frontière afin d'entrer dans une région adjacente, par exemple en partant du Portugal pour Guinée ou Bahia. En phase 2, il pourra traverser jusqu'à 2 frontières et en phase 3, jusqu'à 3 frontières lors d'un même tour. Attention, les mers inconnues contenant un explorateur, un disque en bois, ne peuvent pas être atteintes avec un seul navire. En effet, un minimum de 2 navires est requis pour atteindre ces régions, avec l'un de ces navires qui est perdu dans les mers inconnues et l'autre qui doit rester le tour sur place pour cartographier cette nouvelle terre. Quand une dynastie explore, elle remet dans sa réserve l'un de ses navires qui explore, elle place le jeton explorateur du plateau de jeu sur son plateau. Elle révèle les jetons colonies de la pile correspondante. Elle reçoit un bonus de la banque d'un montant équivalent au prix de la colonie révélée la moins chère. Ici, 70 cruzados. Les nouveaux jetons colonies révélés sont ensuite placés face visible sur la région. Très important, il n'est pas possible d'explorer plus d'une nouvelle région maritime par tour. Ce qui veut dire que si la dynastie jaune avait encore 2 navires au Portugal, elle ne pouvait pas dans le même tour explorer la Guinée. Mais bien sûr, il est tout à fait possible de déplacer ces navires dans des régions déjà explorées. Avec l'action colonie, il est possible de fonder une ou plusieurs colonies en payant à la banque le prix indiqué sur les jetons colonies. La dynastie place le ou les jetons colonies correspondants dans sa réserve ici. De plus, elle doit respecter les conditions suivantes par colonie. Avoir au moins un de ces navires dans la même région et avoir au moins 2 ouvriers à Lisbonne. Cela ne coûte pas de navire ou d'ouvriers pour fonder des colonies, mais chaque navire et chaque ouvrier ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par tour. Par exemple ici, la dynastie jaune avec un seul navire et 3 ouvriers ne peut fonder qu'une seule colonie. Elle paye 70 cruzados à la banque et récupère cette colonie de sucre. Pour fonder 2 colonies en même temps, il aurait fallu 2 navires et 4 ouvriers. L'action bâtiment permet de construire de nouvelles usines, chantiers navals et églises. La dynastie paye le prix correspondant indiqué sur le tableau, ici 50 pour une usine, 100 pour un chantier naval et 150 pour une église, et elle place le nouveau bâtiment sur son plateau. De plus, comme indiqué ici, cette action nécessite 3 ouvriers pour une nouvelle usine, 4 ouvriers pour un nouveau chantier naval et 5 ouvriers pour une nouvelle église. Le nombre d'ouvriers doit être suffisant pour construire tous les bâtiments ensemble. Par exemple, 7 ouvriers pour construire un chantier naval et une usine. Et bien sûr, le nombre d'ouvriers à Lisbonne reste inchangé, cela ne coûte pas d'ouvriers pour construire. Ici, la dynastie jaune, avec ses 3 ouvriers, peut construire une usine. Elle décide de construire une usine d'or pour 50 cruzados. Elle paye les 50 à la banque et récupère une usine qu'elle place sur son plateau. L'action marché permet de vendre des marchandises via ces colonies et prendre des marchandises du marché pour les transformer dans ces usines. Le nombre de colonies et d'usines reste inchangé quand on vend ou pour transformer les marchandises. En d'autres termes, on ne perd ni les colonies ni les usines. Pour chaque colonie, une unité de marchandises correspondante peut être vendue au marché. Pour chaque unité vendue, la dynastie reçoit son prix actuel sur le marché. Après cela, le marqueur de prix du marché descend d'autant de cases que de marchandises vendues. Et si le prix atteint la ligne du bas, il y reste et de nouvelles ventes restent bien sûr possibles. Par exemple ici, la dynastie jaune vend du sucre avec sa colonie pour un total de 50 cruzados. Puis le marqueur descend d'une case. Concernant les usines, une marchandise correspondante peut être transformée dans chaque.
Les usines blanches transforment le sucre, les jaunes de l'or et les brunes les épices. L'usine orange de départ de chaque dynastie fonctionne comme un joker et peut être utilisée pour transformer une unité de marchandise de n'importe quel type au choix. Pour chaque unité transformée, la dynastie reçoit un revenu de la banque d'autant de cruzados qu'indiqué dans la colonne rouge, ici, correspondant à la position actuelle du marqueur de prix. Après avoir reçu son revenu total, le marqueur de prix monte d'un nombre de cases équivalent au nombre d'unités transformées. Et si le marqueur de prix atteint la plus haute ligne de sa colonne, il y reste et transformer de nouvelles unités est toujours possible. Ici, la dynastie jaune termine son action marché en transformant de l'or avec son usine jaune et son usine joker pour un total de 2 fois 60 cruzados, soit 120, puis le marqueur monte de 2 cases. La décision de vendre ou de transformer est prise séparément pour chaque type de marchandise. Il est possible de vendre un type et de transformer les autres, comme vient de le faire la dynastie jaune, mais il n'est pas possible de transformer et vendre des marchandises du même type en même temps. Ici, la dynastie jaune n'aurait pas pu transformer puis vendre du sucre dans la même action. L'action privilège, en échange d'un ouvrier de Lisbonne, permet de choisir un privilège disponible sur le plateau de jeu. Les privilèges récompensent la possession des colonies, d'usines, d'explorateurs, de chantiers navals et d'églises. Bien sûr, une dynastie ne peut prendre qu'un seul jeton privilège à chaque tour. Le privilège est placé sur la plus haute position disponible de la colonne correspondante, indiquant un bonus, ce bonus diminuant à chaque privilège supplémentaire. Important, le nouveau bonus recouvert est multiplié par le nombre respectif de réalisations, ici colonie, et le résultat est payé par la banque. Ici, avec une colonie, la dynastie jaune gagne 30 cruzados. De plus, durant la partie, chaque dynastie ne peut pas prendre plus de 3 privilèges de chaque type. Et bien sûr, si une dynastie n'a que seulement 2 ouvriers, elle ne peut pas prendre un privilège. Je vous rappelle que la partie commence toujours en phase 1. Chaque nouvelle phase prend ensuite effet lors du tour suivant. Au début de la phase 2 et de la phase 3, les privilèges sont remplis à nouveau en fonction, bien sûr, du nombre de dynasties en jeu. Ici, avec 3 dynasties en jeu, la phase 2 débute avec un privilège et la phase 3 avec 2 privilèges de chaque type. Et attention, il s'agit du total de privilèges par phase. La fin de partie peut être déclenchée de 2 façons. Soit après la découverte de la région maritime de Nagasaki, ou après que le dernier bâtiment ait été pris. Si la fin de partie est déclenchée par une de ces 2 possibilités, chaque dynastie, y compris celle qui a déclenché la fin de partie, réalise un dernier tour et ensuite le décompte a lieu. Cas particulier, si une dynastie découvre Nagasaki en utilisant la carte Navigador, elle peut réaliser son tour normal, et seulement après, toutes les dynasties, y compris elles-mêmes, exécutent leur dernier tour. Chaque dynastie utilise ensuite son pion de la roue pour compter ses points de victoire autour du plateau. Chaque dynastie reçoit un point de victoire par ouvrier à Lisbonne, un point par navire sur le plateau de jeu, et par tranche de 200 cruzados. Ensuite, le plateau personnel de chaque dynastie est évalué en calculant la somme des 5 colonnes, où les chiffres préimprimés sont également comptés et multipliés par le nombre correspondant de réalisations. Avant de calculer le résultat final, chaque dynastie place son privilège du roi sur une position libre de son plateau, mais sans recevoir le bonus en argent correspondant. La dynastie jaune a donc 3 points par colonie, 2 points par usine, 4 points par explorateur, 3 points par chantier naval et 3 points par église. Bon d'accord, ce n'est pas avec ça qu'elle va gagner. La dynastie avec le plus de points de victoire remporte la partie, et en cas d'égalité, c'est celle qui détient la carte Navigador, ou si ce n'est pas le cas, celle qui aurait été la plus proche à la recevoir. Selon l'ordre de début de partie, vous devrez bien choisir l'emplacement de départ de votre pion. Avec l'action navire, acheter 2 navires au premier tour est risqué, car vous serez trop pauvre pour ensuite acheter des colonies. Avec l'action colonie, il vaut toujours mieux fonder la colonie la moins chère, car, à part leur prix, les colonies de même type ne diffèrent pas. Donc ici, 70 cruzados. Et n'oubliez pas que l'action marché permet de décider de ne vendre ou transformer qu'une partie des unités disponibles, afin d'influencer les prix sur le marché pour vous ou vos adversaires. Il existe de nombreuses stratégies possibles, et voici un résumé de leurs principes. Pendant la majeure partie du jeu, concentrez-vous sur les privilèges.
et faites les actions correspondant aux privilèges que vous avez. Les actions pour lesquelles vous n'avez pas de privilèges étant pour la plupart perte de temps et d'action. N'entrez pas dans une stratégie dans laquelle vos adversaires sont déjà impliqués. Choisissez plutôt une stratégie sous-représentée. De même, ne faites pas la même stratégie que votre adversaire avant vous dans le tour. Faites plutôt l'inverse. Des colonies du type de ces usines, ou inversement. Ou bien colonies de type opposé. Je vous donne ici quelques combos principaux, comme par exemple usine et église, chantier naval et colonie, colonie et église, ou exploration, chantier naval. Mais je vous laisse le soin de les découvrir. L'exploration est également une bonne stratégie, à condition qu'il n'y ait pas trop d'adversaires qui fassent de même. En effet, si trop de dynasties se disputent l'exploration, elles vont perdre beaucoup de temps à déplacer leurs navires sans explorer, afin de simplement rattraper leur retard. Si vous avez la carte Navigador en début de partie, vous pouvez commencer par l'action ouvrier, puis au second tour par Navigador et colonie. Enfin, rappelez-vous que la majeure partie des points de victoire provient du calcul final des privilèges. La victoire viendra généralement de la dynastie qui possède les meilleures combinaisons de privilèges et réalisations associées. Il existe une variante dans le livret de règles qui modifie l'acquisition du privilège du roi. À conseiller si vous avez déjà une bonne expérience du jeu. 2 extensions sont également sorties. La première, Pirate et Diplomate, contenant 6 cartes, 3 pirates et 3 diplomates, et qui apporte encore plus d'interactions. La seconde, Privilège, qui permet différentes stratégies grâce à de nouvelles cartes. Côté configuration, le jeu fonctionne bien de 2 à 5 personnes, mais je préfère y jouer à 3 ou à 4 pour la durée de partie. Voilà, ce que j'apprécie dans Navigador, c'est d'abord le mécanisme de la roue d'action inventé par le même auteur sur le jeu Antique en 2005. L'auteur l'a d'ailleurs réutilisé plusieurs fois depuis, mais ici le jeu a été épuré à son maximum afin d'avoir le minimum de mécanismes différents tout en ayant une expérience de jeu très agréable. J'apprécie également le côté exploration et les diverses stratégies possibles, le tout en moins de 1h30 de jeu par partie. Et pour aller plus loin sur cette période de l'histoire, je vous recommande le livre Un prince portugais au XVe siècle, Henri le Navigateur, de Michel Verger-Franceschi, aux éditions Le Félin. Ah, j'entends la vigie qui m'appelle. Terre, terre! Et à bientôt sur Je Conseille.